Bienvenue à tous. Il y a 5 ans, la France arrachait l'adoption par 195 pays du premier traité international visant à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre afin de contenir le réchauffement climatique. L'accord de Paris sur le climat, désormais ratifié par 188 pays, a pour objectif de limiter le réchauffement climatique nettement en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel et de poursuivre l'action menée pour limiter la hausse à 1,5 degré Celsius. 5 ans après, où en sommes-nous dans sa mise en œuvre? Analyse sur ce plateau avec Tino Klaas, défenseur de l'environnement. Vous êtes directeur exécutif de l'ONG Environnement et Développement International, EDI. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, monsieur Klaas, 12 décembre 2015, après 2 semaines d'âpres négociations, l'accord de Paris sur le climat venait d'être adopté. Alors, quel souvenir gardez-vous du contexte dans lequel ces engagements ont été pris au Bourget? D'abord, je voudrais dire que c'était vraiment une joie ce jour-là, lorsque on s'est déplacé en France. Et mon ONG était là aussi, parce qu'on s'est dit que finalement, les gens se rendent compte que nous avons un problème et que l'être humain veut prendre les choses en main. On était très heureux. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a 5 ans, je ne pouvais plus dire que l'enthousiasme, la joie que nous avons en ce jour demeure toujours. Alors pourquoi cette joie vous a quitté? Parce que de 12 décembre 2015 jusqu'à aujourd'hui, les choses n'ont pas beaucoup bougé. Et je peux dire même que ça n'a pas du tout bougé. À moi, à mon avis, ça n'a pas beaucoup bougé. Il y a eu beaucoup plus de discours, de promesses que de réalités. Et ce que nous vivons aujourd'hui prouve que ça ne bouge pas du tout. Ça ne bouge pas du tout pour plusieurs raisons. Premièrement, il devait y avoir en 2018, comment appelle-t-on, récapitulation de tout ce qui a été fait de 2015 à 2018. 3 ans. Une revue des engagements. Une revue des engagements. Mais en 2018, qu'est-ce qu'on nous a dit? Qu'est-ce qu'on nous a prouvé? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. C'était du bloc-out total. On nous a fait savoir que les gens ont pris des engagements et que ça va marcher. Mais quand vous voyez de 2018 jusqu'en 2020, l'état de notre environnement, de la planète, vous allez remarquer qu'il n'y a pas eu beaucoup d'efforts. J'ai dit bien, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts. Il y a des pays qui ont fait des efforts, mais ce qui a fait l'effort réel, c'est la nature elle-même, pas la maladie de Covid-19, qui a fait l'effort de régénérer un peu. J'ai dit bien un peu. Parce qu'avec la pandémie, les usines se sont arrêtées. Les usines se sont arrêtées. Était à l'arrêt. Et non seulement les usines se sont arrêtées, même la pollution par notre circulation, les véhicules et autres, se sont arrêtés. Il y a eu des villes qui ont retrouvé l'atmosphère beaucoup plus vivable. En raison des confinements. En raison des confinements, bien sûr. Donc, la nature a repris droit de citer sur ce que l'homme fait. Mais jusqu'à aujourd'hui, 5 ans après, qu'est-ce qu'on peut nous dire concrètement qui s'est passé? À mon avis, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de promesses, mais pas beaucoup de choses qui s'est passé. Il y a encore des promesses. Comme on nous promet maintenant que pour l'Afrique, on va construire une muraille verte et tout ça. Justement, nous allons revenir au cours de cette émission sur cette grande muraille verte qui est en construction en Afrique. Mais avant, la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat et sa ratification par aujourd'hui 188 pays n'implique pas automatiquement la baisse des températures, bien au contraire. Alors, comment traduire en actes tous ces engagements pris au Bourget? Vous voyez, la réalité de l'être humain, c'est de pouvoir vouloir se mesurer au Créateur. Parce que nous sommes appelés à consommer. Et chaque fois, nous cherchons des moyens pour pouvoir fabriquer, produire ce que nous voulons consommer. Alors que la nature aussi nous a déjà dotés de ce que nous pouvons consommer sans détruire la nature. Mais tous les jours, il y a des recherches, il y a des industrialisations, il y a beaucoup de choses qui se font. Aujourd'hui, il y a des pays qui disent qu'ils vont fabriquer des véhicules électroniques pour diminuer un peu
la pollution de l'environnement. Tout cela, il faut des usines. Il faut beaucoup de choses qu'il faut remettre en place. Et chaque fois qu'on veut aller plus loin dans la technologie, forcément, ça impacte sur l'environnement. Forcément, ça impacte sur l'environnement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Il faut aller chercher à savoir qu'est-ce que la nature est en train de nous dire. Comment est-ce que nous pouvons gérer la nature et vivre en paix avec la nature? C'est ça. Chaque fois que nous ne voulons pas se poser la question de savoir comment nous pouvons vivre avec cette nature par rapport à nos actes, par rapport à ce que nous voulons faire, nous allons toujours créer des problèmes à la nature. Et ça, c'est tous les jours qu'on crée des problèmes à la nature. Même nos téléphones portables aujourd'hui créent des problèmes à la nature. Les antennes de relais pour la communication téléphonique créent des problèmes à la nature. Alors que chaque fois, maintenant on va vers le G5 et tout ça. La 5G. La 5G, on ne vous dirait pas assez. C'est que c'est comme un problème pour l'environnement. On ne vous le dira pas. Donc, chaque fois qu'on veut aller plus vers la technologie, la haute technologie, nous créons toujours des problèmes. Nous créons toujours des problèmes. Donc, il faut repenser carrément comment l'être humain peut vivre avec la nature. Concrètement, entre la protection de l'environnement et le besoin de développement, on ne sait pratiquement vers où aller. Justement, c'est ça. Entre la protection de l'environnement et le besoin du développement, d'aller plus loin, on ne sait pas où aller. Vous savez, Dieu a créé l'être humain et il a doté de l'être humain l'intelligence pour continuer sa création. Dieu, lui, s'est déjà arrêté au niveau de sa création. Et chaque fois que l'être humain vient, il lui donne une intelligence pour continuer la création. Mais aujourd'hui, l'être humain veut compétir avec Dieu, veut dépasser Dieu dans sa création. Et par rapport à ça, il n'arrive plus à vivre dans l'environnement que Dieu, le Créateur, avait déjà prévu. Et ceci nous amène maintenant à la destruction de tout ce qui nous entoure. Donc, il faudrait nécessairement que l'homme repense à comment faire pour vivre dans l'environnement qui a été créé d'abord. Alors, on va sortir de cette explication que je qualifierais de superstitieuse. Non, pas du tout. Après la COP 21, Monsieur Tinos, après la COP 21, bien d'autres COP se sont tenues et toujours pas de réelles avancées, vous l'avez reconnu, en termes de mise en œuvre des engagements pris à Paris. Toujours la préparation à l'action. Non, vous savez, d'abord, à l'accord de Paris, il a été prévu 100 milliards de dollars, ok, pour aider. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Combien a été mobilisé? Et qu'est-ce qui a été fait de ce qui a été mobilisé? Black ou total? On n'en sait rien. Ok? Maintenant, il y a toujours des promesses, il y a toujours des choses qui se disent. On parle de 2023 bientôt. 2023, qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout si on ne fait pas l'action. L'inaction en ce qui concerne l'environnement est une réalité. Parce que tous les pays industriels veulent avancer. C'est une compétition qui ne peut pas s'arrêter à leur niveau d'abord. Alors, ce qui se passe en Asie, aux États-Unis, en Europe, a d'impact négatif sur l'Afrique qui ne fait rien du tout. C'est pourquoi on parle d'une action globale. Oui, l'action globale, mais je vous dis, on parle d'une action globale pour dire aux Africains, oui, vous êtes dans l'action que nous allons mener. Mais, dans la réalité, on s'en fout de ce qui se passe en Afrique. Donc, les Africains doivent penser à eux comment agir, au lieu d'attendre. L'Africain ne doit pas toujours être le bébé qui attend qu'on lui donne une couche pour porter, qu'on lui donne du lait pour boire, qu'on lui montre comment il va s'habiller. Non, il est temps maintenant qu'au niveau de l'Afrique aussi, les dirigeants africains puissent mettre en place une politique de protection de l'environnement sur l'échelle continentale. D'abord, ça doit se passer par région et après, harmoniser ça sur le plan continental. Et sinon, nous allons toujours être victimes de ce qui se passe ailleurs. Parce que les pays industriels ont déjà pollué leur environnement. L'Afrique n'est pas encore passée à l'étape industrielle. Nous sommes toujours dans l'étape du sous-développement. Maintenant, en passant à l'étape industrielle, qu'est-ce que l'Afrique prévoit d'abord? Alors, chaque pays africain a ce qu'on appelle les CDN, les contributions nationales au niveau, déterminées au niveau national pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les pays font concrètement? Moi, par exemple, je suis actuellement outré de constater quelque chose chez moi au Togo. Je suis très heureux que l'État prenne les dispositions du développement des infrastructures routières dans nos pays. Qu'est-ce que vous constatez qui Je constate que, d'abord, quand on entame ces travaux sur des axes donnés, ces axes-là étaient pourvus des arbres
des végétations qui protégeaient l'environnement. Et lorsqu'on entame ces travaux, on détruit cela sans les remettre en place. Ceci est dangereux. L'impact environnemental au niveau de la réalisation des infrastructures vous cause des problèmes. Oui, ça cause des problèmes. Et vous voyez, aujourd'hui, quand vous vous promenez à Lomé, par exemple, vous allez remarquer qu'il fait plus chaud à Lomé qu'il y a 5-10 ans en arrière. Et pourquoi? Parce que la végétation, une fois qu'on les détruit pour les routes, les infrastructures, on ne les remet plus en place. Vous voyez, au niveau du boulevard qu'on appelle vers Bodjona là-bas, et il y a des terre-pleins larges comme ça au milieu des routes. Pourquoi ne pas créer des végétations à ce niveau-là? De mettre des arbres qui peuvent contenir l'atmosphère et l'environnement. Là, on est en train de faire une belle route de Lomé à Palimé, et que j'apprécie d'ailleurs, mais où se trouve le problème de la protection de l'environnement sur cette route? Il faut les prévoir maintenant. Il faut les prévoir. Moi, si j'étais le ministre de l'Environnement, j'allais demander à ce qu'il y ait un décret qui oblige chaque citoyen à avoir un arbre ou bien 2 devant sa maison. Il va l'entretenir, faire grandir dans son quartier et voir que vous allez voir tous les quartiers vont devenir d'abord un quartier protégé. Qu'est-ce qui protège l'environnement réellement? Les arbres qui sont autour de nous, c'est des arbres qui régénèrent l'environnement et qui font que notre environnement est mieux et plus protégé que ce que l'être humain va vouloir décider. Parce que la nature même gère son environnement. Donc, si nous ne prenons pas ces engagements, nous ne prenons pas les moyens de les mettre en place, vous allez voir, on va avoir les mêmes problèmes que ce qui se passe à Paris. À Paris, maintenant, on nous dit que le boulevard, comment appelle-t-on, Champs-Élysées, l'État est en train de penser comment remettre l'environnement sur ce boulevard-là. Et ça, c'est prévu pour des millions d'euros. Et si nous aussi, on veut attendre que ça arrive chez nous avant de le faire, où est-ce qu'on va trouver tous ces moyens? Ces moyens vont servir à autre chose. Il faut le commencer maintenant. Donc, la protection de l'environnement, c'est quelque chose qu'il faut que chaque pays, par exemple, sur le plan africain, il y a déjà un projet. Mais qu'est-ce que chaque pays fait exactement? Qu'est-ce que le citoyen fait? Parce qu'il ne faut pas attendre aussi que ça soit l'État qui le fasse tout le temps. L'État, c'est qui? C'est vous et moi. Donc, nous devons participer à la protection de notre environnement. Parce que d'abord, si vous ne le faites pas, si vous mettez un arbre devant votre maison et que cet arbre-là pousse et que ça devient de l'ombre, ce n'est pas le ministre qui va quitter son quartier pour venir s'asseoir devant votre maison. Ce n'est pas le chef de l'État qui va le faire. Ça vous protège vous-même d'abord et ça vous donne aussi à vivre dans un environnement sain. Voilà. Donc l'État, les pays africains doivent avoir, chaque pays, une politique que les citoyens doivent respecter. Et c'est là seulement qu'on peut réussir. Mais si on veut attendre que les autres décident pour nous et qu'ils nous envoient les moyens, on ne peut pas. Peu d'actions se font au niveau de chaque État. Oui. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Le monde, et ça je cite, le monde n'est absolument pas sur la bonne trajectoire pour respecter les objectifs de l'accord de Paris, prévient le programme des Nations Unies pour le développement, pour l'environnement, dans son dernier bilan sur l'action climatique. Comment vous réagissez face à ce cri d'alarme? Mais c'est un cri d'alarme qui est justifié. C'est bien une réalité. Et c'est une réalité. Nos comportements n'arrangent pas les choses. Nous sommes là chaque fois à détruire notre environnement par nos actions. Vous voyez? Et chaque fois, je dis toujours aux gens que vous ne pouvez pas avoir de meilleurs résultats dans quelque chose que vous faites toujours mal. Chaque fois que vous faites quelque chose de mal, vous aurez toujours les mêmes résultats. Mais si vous voulez aller mieux, avoir des résultats meilleurs, vous devez changer votre comportement de le faire. OK? D'accord? Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je prends des exemples très simples. Autour de nous, il y a des années, le gouvernement a pris des décrets de l'interdiction d'utilisation des plastiques, des sacs plastiques. Non biodégradables. Non biodégradables. C'est depuis 2011. Qu'est-ce qu'on en fait jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens font? Ces décrets-là, est-ce que c'est appliqué? Est-ce que l'État suit ça de près? Comment les gens font pour ramener des plastiques non biodégradables dans le marché? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'action. Et tant qu'il n'y a pas d'action, nous aurons toujours les mêmes problèmes. On ne va pas accuser le créateur pour dire l'environnement est dégradé. Nous le dégradons nous-mêmes. À partir de là,
il faudrait qu'on change de comportement avec l'environnement. Il faudrait que nous puissions penser à notre propre bonheur. Parce qu'en protégeant l'environnement, qu'est-ce qu'on fait? On vit mieux. On vit mieux. Moi, ça fait déjà 6 ans, j'ai quitté la ville, je vis dans une campagne. Et je vous dis, les maux de tête, les céphalées, tout ce qui était stress, je n'en connais plus. Je n'ai plus jamais pris de la paracétamol, ni rien, aucun comprimé depuis 5 ans. Parce que je vis dans un environnement sain. Je vis carrément dans la brousse. Et je vois que beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Donc, si aussi en ville, nous mettons autour de nous tout ce qui peut protéger et recycler notre environnement, vous allez voir que tout le monde sera en paix. Tout le monde sera en paix. Et selon le même organe onusien, les émissions de gaz à effet de serre ont atteint en 2019, ça c'est un exemple, un record historique de 59 milliards de tonnes équivalent de CO2, soit une augmentation de 5% par rapport à 2015. Notre planète n'est toujours pas tirée d'affaire. Non, c'est pas tiré d'affaire, au contraire. J'ai dit bien au contraire, parce que nous sommes en train d'aller tout droit vers le mur. Hein. On est en train d'aller tout droit dans le mur et nous devons penser à comment le faire. Je disais tout à l'heure, et je le répète, parce que moi je prends l'exemple de l'Afrique, parce que c'est ça qui est mon problème. Le continent africain doit pouvoir chercher un moyen pour se mettre à l'abri. C'est vrai que nous ne pouvons pas nous mettre à l'abri. Pourquoi? Tout ce qui se fait au niveau de l'Europe, de l'Asie, des États-Unis, à cause de l'océan, à cause de notre approche avec le Sahel, le désert, tout quitte là et ça vient. Mais nous pouvons aussi, en mettant en place une politique de protection. Mais quand vous dites l'Afrique doit chercher les moyens ou trouver les moyens, l'Afrique ne pollue pas, mais est une des premières victimes du réchauffement climatique. Écoutez, et elle attend des fonds pour son adaptation et sa résilience. Combien de temps, combien d'années l'Afrique va toujours demeurer bébé pour attendre les fonds des autres? Combien d'années? Parce que c'est les autres qui polluent. C'est les autres qui polluent. Alors, vous allez... Pollueurs-payeurs. Attendez, je vais vous dire une chose. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez quelqu'un qui met le feu à côté de votre maison et ce feu-là s'approche de votre maison. Vous allez dire, non, je vais attendre parce que c'est lui qui a mis le feu, il va venir éteindre le feu. Il faut commencer par prendre des décisions, les moyens d'éteindre ce feu pour que le feu ne prenne pas ta maison. OK? L'Afrique doit pouvoir trouver les moyens d'empêcher que ce qui se passe par les autres pollueurs n'arrive pas à détruire l'Afrique. L'Afrique a les moyens. L'Afrique a d'abord les moyens humains, les moyens naturels donnés par la création. Et l'Afrique aussi, quand on dit que l'Afrique n'a pas de moyens, moi ça me révolte. Vous voyez un continent comme l'Afrique qui est richement, je dis bien richement, doté par le Créateur et qui est toujours là à tendre la main. Ça, c'est une malédiction. L'Afrique a les moyens. L'Afrique a les moyens. Tout ce que les Blancs ils prennent chez eux pour se développer, ils viennent chercher ça où? L'uranium en Afrique, le phosphate en Afrique, l'or, l'Afrique, le diamant en Afrique, le bois en Afrique. Et vous dites que vous n'avez pas les moyens? Le pétrole en Afrique. Et on dit qu'on n'a pas les moyens? Non, devenons sérieux. Nous devons devenir sérieux, nous devons grandir. L'Afrique doit avoir une politique, je dis bien continentale et régionale de protection de l'environnement. Et je vous dis que l'Afrique a les moyens de le faire. Les moyens existent. D'abord, le climat africain permet à l'Afrique de régénérer facilement son environnement par les plantations des arbres et autres, des plantes de biodiversité. Donc on peut le faire. On peut le faire. Oui. En Afrique, c'est votre appel. Oui. Monsieur Clastino, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre